Au Moyen Âge, les armées et leur hébergement étaient complètement différents d'aujourd'hui. Aujourd'hui, sous le mot caserne, nous nous représentons de vastes bâtiments, avec des logements, des soldats en uniforme, dans des dortoirs, avec des lits superposés, et des installations modernes. Au Moyen Âge, rien de tel n'existait sous une forme ordinaire. Pourtant les guerriers médiévaux devaient bien dormir quelque part. Imaginez-vous un sombre château sur une colline, ou au contraire un campement de tentes au milieu d'un champ de bataille. Comment et où les soldats s'allongeaient-ils pour dormir? Dans cette vidéo, vous découvrirez à quoi ressemblait la vie d'une garnison militaire ordinaire derrière les murs de pierre et dans les camps de campagne. Dans un moment, nous révélerons combien étaient modestes et improvisées les casernes des chevaliers et mercenaires médiévaux, et pourquoi le confort ou l'intimité n'étaient pas sur la liste des priorités. Préparez-vous pour un voyage dans le passé, où nous révélerons la réalité quotidienne des soldats de médiévaux, du poste de garde dans le château jusqu'au campement de guerre et aux premiers signes de caserne permanente à la fin du Moyen Âge. Dans cette vidéo, vous découvrirez non seulement où les soldats médiévaux posèrent leur tête, mais aussi à quoi ressemblaient leurs dortoirs communs, avec quoi on se chauffait, ce qu'ils mangeaient et comment ils s'accommodèrent des conditions rudes. Dans un moment, nous regarderons derrière les remparts et sous les toiles des tentes pour découvrir le monde oublié des casernes médiévales. Au début du Moyen Âge, les armées étaient organisées principalement sur la base du système féodal. Cela signifie que le souverain convoquait ses seigneurs féodaux et chevaliers, et ceux-ci amenaient avec eux leurs propres hommes d'armes. Il n'y avait pas d'armée professionnelle permanente qui aurait vécu ensemble toute l'année dans des casernes. En temps de paix, la plupart des combattants rentraient simplement chez eux, auprès de leurs familles ou dans leurs exploitations. Les casernes au sens actuel du terme, c'est-à-dire des logements permanents pour des centaines de soldats, n'existaient alors pratiquement pas. À la place prévalait une règle non écrite. Chacun dort là où il peut, justement. Quand un seigneur féodal avait besoin de défenseurs pour son château ou d'une escorte pour un voyage, il les logeait généralement directement dans sa résidence. Les chevaliers et hommes d'armes vivaient souvent dans le château de leur seigneur féodal, parfois même directement dans son palais résidentiel. Par exemple, dans les chroniques médiévales, nous trouvons des mentions de la garde d'honneur dans les résidences seigneuriales, un groupe d'hommes armés qui dormaient dans une pièce à côté de la chambre du seigneur ou dans la salle de banquet, pour être immédiatement à portée de main, en cas de danger. Dans les plus grands châteaux, existait une salle de garde spéciale située près des appartements privés du dirigeant, où dormaient plusieurs des combattants les plus fidèles. Ces hommes armés servaient donc à la fois comme garde du corps et comme compagnons de la noblesse. Pour les hommes d'armes villageois ordinaires, que le noble ne convoquait qu'en période de campagne militaire, l'hébergement permanent ne se posait pas du tout. Après la fin de l'action, ils se dispersaient pour rentrer chez eux. Les garnisons permanentes étaient rares au haut Moyen Âge et l'hébergement des troupes n'était que temporaire. Si par exemple le roi traversait le pays, on attendait de ses châteaux et villes qu'ils fournissent le gîte et le couvert à ses chevaliers et soldats, mais cela se faisait de manière improvisée, souvent aux dépens de la population locale. Il est important de réaliser que la société médiévale ne connaissait pas le concept de logement pour les soldats ordinaires séparément du monde civil. En été, ils campèrent à la belle étoile. En hiver, ils se dispersèrent dans leurs foyers, ou étaient logés dans les villages environnants. Si un petit nombre de soldats devait être maintenu quelque part en permanence, c'était typiquement la garnison d'un château ou d'une ville importante. Et c'est justement là que nous rencontrons une sorte de prédécesseur des casernes, une chambre commune ou un dortoir pour les soldats de la garnison. Dans un moment, nous nous concentrerons plus étroitement sur de tels logements de châteaux, et nous verrons quelles conditions modestes y régnaient. Les châteaux médiévaux étaient des centres de pouvoir et des refuges, mais sans garnison humaine. Ce n'auraient été que des murs vides. En temps de paix, cependant, la garnison du château n'était pas nombreuse. Dans les plus petits châteaux, cela pouvait être par exemple seulement 5 à 15 soldats. Par exemple, les chroniques anglaises du XIIIe siècle mentionnent que dans un petit château, souvent une douzaine d'hommes ou même moins,
suffisait pour le service de garde ordinaire. Ceux-ci avaient la charge d'ouvrir la porte, de manœuvrer le pont-levis et de patrouiller sur les remparts. Ces soldats étaient subordonnés au châtelain ou au bourggrave, qui représentait le propriétaire du château. Mais où vivait cette poignée d'hommes dans le château? La réponse est simple. Ensemble, sous un même toit. Les soldats dormaient ensemble dans une ou plusieurs pièces, une sorte de dortoir. Dans certains châteaux, une pièce spéciale était réservée à la garnison. Souvent, c'était une salle au-dessus de la porte ou l'étage d'une tour, où on pouvait étendre des couches de paille sur le sol de pierre. Les casernes, médiévales typiques du château, pouvaient donc être par exemple un étage dans la tour de garde. Par exemple dans le château royal de Conwy au pays de Galles, construit à la fin du XIIIe siècle par le roi Édouard Ier, nous savons que la garnison comptait environ 30 hommes, dont 15 arbalétriers, et ils étaient logés directement dans les tours défensives du château. Chacune des imposantes tours rondes avait à l'intérieur plusieurs étages, et ces étages servaient d'espace de logement pour les soldats, avec une cheminée pour se chauffer, et d'étroites fenêtres avec des sièges de pierre dans les embrasures. En substance, c'était un compromis entre forteresse et habitation. Les murs épais protégeaient et en même temps fournissaient à l'intérieur une pièce où les soldats passaient le temps hors service. Dans d'autres châteaux, les soldats partageaient simplement les espaces qui étaient disponibles. Le palais du château, ou la salle de banquet, servait le jour aux festins et réunions. Mais la nuit pouvait se transformer en chambre non seulement pour le seigneur, mais aussi pour une partie de sa suite. On jetait des bottes de paille sur le sol, où on posait de simples matelas remplis de foin, et la troupe se couchait côte à côte, en rangée. L'intimité n'existait pratiquement pas. On dormait ensemble, habillés, souvent directement sur le sol, ou sur des bas-de-flancs en bois le long des murs. Les soldats dormaient sur la paille ou le foin, parfois sur de simples lits à cadre de bois, s'ils étaient disponibles, mais plus souvent seulement sur des nattes. Les forteresses et châteaux étaient construits pour la défense, non pour le confort. Les courants d'air des étroites meurtrières ou des trous dans le mur étaient une partie normale de la nuit. Les conditions dans un tel dortoir collectif étaient rudes. Les murs de pierre retenaient le froid. En hiver, la température à l'intérieur approchait le gel. Si la pièce avait une cheminée ou un poêle, les gardes en service maintenirent le feu pour qu'on puisse tenir le coup. Mais souvent, la fumée salissait plutôt la pièce, car les cheminées n'étaient pas parfaites et les courants d'air la poussaient à l'intérieur. L'éclairage était assuré par des torches ou des lampes à huile, mais celles-ci donnaient plus de suie et d'odeur que de vraie lumière. L'odeur était d'ailleurs omniprésente, un mélange de sueur, de fumée, de tuniques de laine non lavées et d'armures de cuir. On ne faisait pas très attention à l'hygiène dans de tels endroits, surtout quand dehors sévissait l'hiver ou l'ennemi. Personne n'allait se laver. Les soldats essuyaient au maximum leur visage avec un chiffon mouillé et continuaient à porter le même vêtement. Au Moyen Âge de plus, les gens en général étaient habitués à un bien moindre degré d'intimité que nous, aujourd'hui. Dormir ensemble dans une pièce avec 10 ou 20 autres hommes n'était pas considéré comme quelque chose d'extraordinaire. L'intimité n'existait pratiquement pas. Si quelqu'un avait de la chance, il gagnait une place dans un coin ou contre le mur, où il pouvait un peu se blottir, mais sinon tous partageaient l'espace commun. La garnison du château était souvent comme une famille. Ils s'entendaient ronfler les uns les autres, gémir dans leur sommeil, parler en rêve. Chacun savait presque tout sur chacun, ce qui d'un côté renforçait la camaraderie, de l'autre cela signifiait un isolement nul du collectif. Qui avait besoin de sa tranquillité n'avait pas de chance. Pour satisfaire les besoins naturels, on utilisait soit les latrines du château, c'est-à-dire les toilettes médiévales, des recoins dans le mur avec une ouverture vers l'extérieur, ou simplement des seaux dans la pièce. Souvent, les soldats devaient la nuit utiliser un seau, et puis le vider le matin par-dessus les remparts. Il n'est pas difficile d'imaginer quelle odeur régnait là où se serraient dans un coin plusieurs pots de nuit. Dans les plus grands châteaux existait la fonction de serviteur, qu'on appelait en Angleterre gang farmer,
Sa tâche était de vider et nettoyer régulièrement le contenu des latrines et fosses d'aisance du château. Mais dans les petits châteaux, les soldats devaient souvent s'en charger eux-mêmes, et tout le monde ne se précipitait pas pour le faire. Il est remarquable que bien qu'aujourd'hui nous percevions le château comme un lieu froid et peu accueillant, pour le soldat médiéval, un tel abri de pierre était un luxe comparé aux conditions de campagne. Derrière les murs épais, il y avait au moins un abri du vent et la certitude que l'ennemi n'attaquerait pas la nuit. Ce à quoi témoignent les conditions cruelles qui régnaient quand l'ennemi assiégeait le château. C'est par exemple le cas célèbre de l'histoire tchèque. Pendant le siège de Karlstein par les Hussites en 1422, les défenseurs du château durent faire face non seulement aux tirs, mais aussi à une arme horrible. Les attaquants tiraient dans le château des tonneaux pleins d'excréments et de viande pourrie. Presque 1882 barils d'excréments humains et autres saletés tombèrent dans les remparts et transformèrent Karlstein en un lieu puant et répugnant plein de mouches. Imaginez que vous êtes un soldat sur les remparts, tout autour de vous, un mélange putride et puant. L'air bourdonne de nuages de mouches, et il n'y a nulle part où fuir. La garnison de Karlstein a dit-on tenu malgré tout, et le château ne s'est pas rendu. Mais après la fin du siège, Karlstein a dû être le château le plus puant des environs, comme l'a justement noté un auteur de l'époque moderne. Cet exemple extrême montre qu'en période de détresse guerrière, les casernes du château pouvaient se transformer en enfer sur terre. Dans des circonstances normales cependant, la garnison du château vivait modestement, mais relativement de manière monotone. Le jour, ils patrouillaient, la nuit, ils dormaient dans la salle commune. Et que faisaient-ils pendant leur temps libre et à quoi ressemblait leur routine quotidienne ? C'est exactement à cela que nous nous consacrerons dans la partie suivante. Dans un moment, nous révélerons comment se déroulait une journée ordinaire d'un soldat médiéval, quand il ne faisait justement pas face à une attaque ennemie. À quoi ressemblait une journée ordinaire de soldats médiévaux, logés ensemble ? Qu'il s'agisse d'une garnison de château, d'une garde urbaine, ou par exemple de mercenaires dans un camp, le régime quotidien avait certains traits communs. Les soldats se levaient généralement très tôt, souvent à l'aube ou même avant. L'une des raisons était que l'aube était considérée comme un moment risqué, où l'ennemi pouvait attaquer. Il s'approchait la nuit et frappait aux premières lueurs. C'est pourquoi les garnisons tenaient des gardes à l'aube. Quand le coq chantait, ou que sonnait la cloche du château, le dortoir s'animait. Les hommes se levaient de leur couche de fortune, étiraient leurs membres engourdis et essayèrent de se réveiller du froid. Dans la pièce où dormait par exemple Vinga, l'air du matin était lourd, mélange d'odeur et de fumée du foyer. Quelqu'un allait ajouter une bûche au feu, s'il avait presque éteint pendant la nuit. Un autre essayait de secouer les puces de sa tunique de dessus. Oui, les puces et les poux étaient dans un tel environnement des colocataires éternels. Les soldats essayaient de les combattre au moins de manière basique. Ils changeaient parfois la paille sur laquelle ils dormaient et ajoutaient à la litière fraîche des herbes aromatiques, par exemple lavande, tanésie ou romarin, dont on croyait qu'elles repoussaient les insectes. Pourtant, les démangeaisons et le grattage du corps étaient si courants qu'ils n'y prêtaient ni plus grande attention. C'était simplement le coloris de la vie militaire. L'hygiène matinale était simple, se rincer le visage à l'eau froide d'une cruche, si elle était disponible, et peut-être se rincer la bouche, mais le brossage des dents ou le bain n'existait pratiquement pas. Les mercenaires barbus se peignaient au maximum la barbe. Les plus jeunes se rasaient peut-être rapidement avec un rasoir, mais plutôt régnait la mode de la barbe complète, dont le rasage n'était pas fréquent. Puis, venait le tour de la nourriture matinale. Les soldats n'avaient pas 3 repas par jour comme nous aujourd'hui. Habituellement, ils mangeaient 2 fois, un petit déjeuner frugal et un repas plus copieux l'après-midi. Le matin, ils prenaient un morceau de pain ou de galette, l'arrosèrent de bière ou d'eau, et cela devait suffire. La bière médiévale, dite légère ou faible, était épaisse et avait une faible teneur en alcool. Elle fonctionnait aussi comme source de calories et de liquide.
Les soldats recevaient des rations de nourriture de leur seigneur ou de la cuisine du château. Selon les archives conservées du bas Moyen Âge, la ration quotidienne typique pour un homme était d'environ 2 à 3 livres de pain, environ 1 à 1,5 kg, et jusqu'à un gallon de bière, près de 4 litres, par jour. À cela s'ajoutait de la bouillie, de la soupe ou un morceau de viande salée, si elle était disponible. La viande fraîche était plus rare, plutôt pour les fêtes ou quand on avait chassé quelque chose. La plupart du temps, ils mangèrent des plats simples comme de la bouillie de millet ou de céréales, du pain trempé dans la bière, de l'oignon, de l'ail, des aliments qui rassasient et se conservent. Dans les casernes de garde des châteaux, faisaient partie de la routine quotidienne aussi les livraisons de vivres des environs. Les paysans des villages environnants devaient régulièrement apporter au château bière, pain, viande ou par exemple du bois de chauffage pour la garnison, souvent dans le cadre de leurs obligations envers la seigneurie. Après l'aube venait le temps des services et travaux. Le programme quotidien du soldat en garnison comprenait principalement le service de garde, des gardes assignés sur les remparts, à la porte ou dans la tour de guet. Les hommes se relayaient selon un planning établi par le commandant, châtelain ou chef de garde. Typiquement, une partie des hommes servait, tandis que les autres avaient du temps libre et se consacraient à l'entretien de l'équipement, à l'entraînement ou au repos. Il n'existait rien comme le service de 8 heures d'aujourd'hui. Le service pouvait durer plusieurs heures, puis suivait une autre obligation. L'entraînement était important surtout dans les périodes calmes. Les soldats s'exerçaient au tir à l'arc et à l'arbalète, s'ils en étaient équipés, à l'escrime ou à la lutte. Dans les châteaux, la cour servait souvent à cela. Par exemple, les sources anglaises du XIVe siècle décrivent que dans les garnisons, les combats d'entraînement et le tir à l'arc avaient lieu régulièrement pour que la troupe maintienne sa capacité de combat. Parfois, à côté du château, on établissait un simple stand de tir ou une place d'escrime. Dans cette vidéo, vous apprendrez que même au Moyen Âge, les soldats devaient se soumettre à l'exercice. Seulement, ce n'était pas aussi institutionnalisé qu'aujourd'hui. Par exemple, les archers avaient l'obligation de tirer régulièrement sur une cible pour maintenir leurs muscles et leur visée, et l'arc anglais puissant nécessitait un entraînement constant. En plus de l'entraînement au combat, incombait à la garnison aussi le soin de l'entretien des armes et équipements. Chaque soldat devait entretenir son épée, sa lance, son arc ou son arbalète, les nettoyer de la rouille, aiguiser les lames, graisser les cordes. Les armures et casques devaient de temps en temps être brossés à l'huile, les parties en cuir de l'équipement graissées au suif contre le dessèchement. Tout cela se faisait souvent ensemble. Imaginons un groupe de soldats assis sur des bancs dans la cour. Chacun a sur les genoux une partie d'armure et applique de la graisse avec un chiffon. À côté, quelqu'un aiguise une épée et ailleurs une paire s'entraîne aux prises pour de faux, avec des épées de bois. Une telle image aurait été tout à fait réaliste pour n'importe quelle garnison de château au XIVe ou XVe siècle. Midi, si nous pouvons l'appeler ainsi, plutôt l'heure vers 3 heures de l'après-midi, apportait généralement le repas principal du jour. Les soldats se rassemblaient dans la salle à manger ou dehors, selon les possibilités. Ils mangeaient généralement ensemble dans de grands plats. Les cuisines des châteaux cuisaient dans de grandes marmites des plats simples. Par exemple, un ragoût de viande ou de légumes. On l'appelait pejka. Ou préparation. Des soupes épaisses, de légumineuses ou des bouillies. Le pain était la base. On y versait des sauces et des soupes. La viande, si elle était disponible, finissait souvent dans la marmite découpée en petits morceaux, pour assaisonner la bouillie. Chaque soldat avait attribué son assiette de bois ou d'étain, et sa cuillère. Souvent 2 hommes mangeaient dans la même assiette. Cela favorisait la solidarité, mais parfois provoquait aussi des disputes, quand l'un mangeait plus vite que l'autre. La bière ou le vin se buvait dans des chopes qui circulaient. Au Moyen Âge, la nourriture était monotone, mais les soldats n'avaient pas complètement faim, surtout s'ils servaient chez un seigneur riche. Ils mangeaient mieux que les paysans ordinaires. Par exemple, les archives du château de Goodrich en Angleterre indiquent qu'à l'époque où y séjournait la comtesse et sa cour,
La cuisine cuisait pour jusqu'à 200 personnes 2 fois par jour, y compris les soldats de la garnison. Et cela consommait d'énormes quantités de nourriture. En 3 mois, ils ont, dit-on, consommé 24 000 harengs, sans parler de la viande de canard, lièvre ou cerf. Les gardes ordinaires de cela mangeaient naturellement surtout ces harengs et les morceaux moins chers. Mais ils avaient une nourriture régulière et cela se prisait. Après le repas, les soldats avaient un court repos. Qui pouvait, faisait un petit somme un moment. D'ailleurs de là vient l'expression petit somme après le déjeuner. Puis l'après-midi continuèrent des obligations. Ménage, réparation des remparts ou de l'armurerie. De nouveaux relèves des gardes. Vers le soir, avec le crépuscule, venait le temps de fermer les portes et de se préparer pour la nuit. La garnison mangeait de nouveau, souvent seulement un repas plus léger, par exemple les restes du déjeuner, du fromage, du pain, de la bière. Les soirées au château ou dans le logement commun étaient un temps de vie sociale. Les soldats s'asseyaient autour du foyer ou à table, bavardaient, racontaient des histoires de bataille, souvent bien embellies pour impressionner. Les novices chantaient des chansons ou jouaient à des jeux. Populaires étaient encore naturellement les jeux de dés ou de hasard. Le jeu était répandu parmi les soldats, même si certains règlements l'interdisaient. Imaginons une pièce enfumée. La lumière d'une torche qui vacille jette des ombres sur les murs de pierre. Un groupe d'hommes agenouillés sur le sol et jetant passionnément les dés pour de petites pièces ou juste pour l'honneur. D'autres sirotent dans des gobelets d'argile de la bière et chantonnent à voix haute des refrains. La gaieté avait cependant ses limites. Le commandant de la garnison veillait généralement à ce que les soldats ne s'enivrent pas trop ou ne se battent pas entre eux la nuit. Naturellement, parfois il y avait aussi des bagarres ou des fautes disciplinaires. Pour celles-ci pouvait venir l'une des punitions de l'époque. Par exemple, laisser le coupable attaché toute la nuit dehors dans le froid, l'enfermer dans le pilori, carcan de bois, ou simplement quelques coups de bâton du supérieur. La discipline dans les petites garnisons dépendait beaucoup de la personnalité du commandant. Quelqu'un menait les hommes d'une main ferme. Ailleurs, on fermait les yeux sur bien des choses, si cela ne menaçait pas la sécurité du château. Quand arrivait la nuit, les soldats se retiraient sur leurs couches, s'ils n'avaient justement pas la garde. Le sommeil dans les casernes médiévales n'était aucun luxe. Comme nous l'avons déjà décrit, on dormait en groupe, sur le sol ou des bas de flanc, tête à côté de tête. Les soldats ne se déshabillaient généralement pas. Souvent ils se couchèrent dans les pourpoints matelassés ou tuniques de laine dans lesquelles ils avaient marché toute la journée. D'une part, cela économisait du travail. Le matin, il suffisait de se lever et de ceindre l'épée. Et surtout, cela réchauffait dans les nuits froides. On enlevait seulement les chaussures et éventuellement l'armure, si on en portait une en alerte. Le Moyen-Âge ne connaissait pas le pyjama. On dormait dans ce qu'on avait. L'obscurité n'était jamais complète. Soit le foyer brûlait faiblement, ou une petite lampe à huile était laissée allumée, pour qu'en cas d'alarme, tous trouvent rapidement le chemin dehors ou vers les armes. Couramment, cependant, le dortoir était plongé dans la pénombre, où on entendait un chœur de ronflements masculins, des jurons occasionnels quand quelqu'un se retournait sur le sol dur, ou des craquements de bois dans le feu. Qui avait la malchance et devait tenir la garde de nuit, marchait avec une torche sur les remparts ou dans la guérite, pour veiller à la sécurité des compagnons endormis, et puis se relayait vers le matin et s'accordait le sommeil, tandis qu'un autre veillait. Ainsi s'écoulaient les jours, jour après jour, si justement il n'y avait pas la guerre. En temps de paix, régnait chez les garnisons plutôt l'ennui et la routine, que les hommes abrégeaient comme ils pouvaient, par la distraction, les petits jeux, ou même en batifolant avec les servantes des environs, quand ils obtenaient une permission dans le bourg du château. Dans cet environnement intime, se créait cependant un lien fort entre compagnons d'armes. Ils partageaient ensemble les difficultés quotidiennes, et cela les rapprochait. On dit souvent des soldats médiévaux qu'ils formaient des fraternités, et c'est justement dans les casernes communes que cette fraternité se renforçait. Beaucoup ne savaient ni lire ni écrire, mais ils connaissaient par cœur des chants et prières qu'ils récitaient ensemble. La camaraderie et la loyauté les uns envers les autres étaient souvent plus fortes que la peur de l'ennemi.
Mais rien ne durait éternellement. Dès que résonnaient les corps de guerre et que le seigneur ou roi convoquait l'armée au champ, la vie idyllique, bien que rude, de la garnison au château se terminait. Les soldats empaquetaient leur équipement modeste, quittaient la sécurité des remparts et se mettaient en marche. Les attendait la vie, à la belle étoile dans un camp de campagne. Et c'est justement là, dans le camp, sur le champ de bataille, que nous regarderons maintenant. Car le campement de l'armée médiévale, c'était des casernes sous les étoiles, avec des défis et dangers complètement différents. Au moment où l'armée médiévale se mettait en campagne, la nature de la vie du soldat changeait dramatiquement. Fini les quelques conforts du dortoir du château. À la place du toit solide, au-dessus de la tête, ne restait qu'une toile de tente ou le ciel nu. Le camp de campagne de l'armée médiévale était une petite ville improvisée de tentes, chariots et foyers, qui renaissaient chaque soir et se remballaient chaque matin pour la marche suivante. À quoi ressemblait un tel campement ? Cela dépendait de la richesse et position du soldat. Les seigneurs et chevaliers avaient souvent leurs propres tentes, souvent des tentes de lin de qualité de forme conique ou à double pente, qui pouvaient se déployer sur une construction de bois. Ces tentes de commandement étaient parfois rayées de couleurs, décorées d'armoiries, et à l'intérieur relativement spacieuses, pour contenir un lit, ou au moins des couvertures pour dormir, et un coffre avec l'équipement. À côté de la tente seigneuriale se dressait un petit abri pour son écuyer ou ses pages. En revanche, les soldats du rang, tireurs, fantassins mercenaires, archers, souvent n'avaient aucune vraie tente. Beaucoup partaient au combat léger, et dans le camp dormaient alors à la belle étoile ou essayaient de bricoler quelque chose avec les matériaux disponibles. Quelqu'un appuyait son large bouclier, pavois, et s'en faisait un abri du vent. D'autres construisaient une cabane de fortune avec des branches et un manteau. On disait qu'un soldat expérimenté pouvait en un moment construire un abri de rien, tendre un manteau entre deux lances plantées en terre, lester les côtés avec des pierres. Et aussitôt il avait un peu de protection contre le vent. Naturellement, en été, par beau temps, beaucoup ne se donnaient pas cette peine et se couchèrent simplement sous les étoiles sur le sol. Un rouleau de paille ou de foin sous le corps leur suffisait, si on pouvait en trouver. Un manteau sous la tête et s'en couvrir avec l'autre. Quand il pleuvait, survenait une situation cruelle. Qui n'avait pas de tente, était trempé. Certains soldats portaient en plus des bâches imperméabilisées, dont ils se couvraient. Mais même ainsi, la pluie était l'épouvantail du camp. Dans la boue et l'eau, on ne pouvait pas allumer de feu. Les vêtements mouillés refroidissaient. Un conseil de l'époque aux soldats était : quand tu n'as pas de toit, creuse-toi un petit trou et couche-toi dedans. Au moins le vent ne t'emportera pas. En réalité cependant, lors de longues pluies, beaucoup de soldats devaient simplement endurer la nuit dans l'humidité et continuer le matin épuisés. Le camp de campagne était organisé en vue de la défense. Les chefs ordonnaient souvent de disposer les chariots autour du campement en cercle fermé. Cette barricade de chariots devait protéger l'armée. Endormie contre une attaque soudaine, les Hussites s'en rendirent célèbres, qui des chariots formèrent des forteresses mobiles entières, appelées camps de chariots. Les camps des plus grandes armées avaient aussi des gardes disposés dans les environs, des sentinelles sur les collines, aux voies d'accès, ou même de légères fortifications. Nous savons par exemple que pendant les croisades au XIIe et XIIIe siècle, les croisés autour du camp se creusaient parfois un fossé et un remblai ou construisaient une palissade de pieux, s'ils campèrent pour plus longtemps. Plus courant cependant était seulement la délimitation simple du périmètre et la pose de sentinelles avec des torches. La nuit, le camp était enveloppé d'obscurité, troublé seulement par le scintillement des feux, où on cuisait le dîner, et où ensuite les soldats essayèrent de se réchauffer et se sécher. L'alimentation au champ était un chapitre en soi. Tandis que la garnison du château avait au moins quelques réserves dans les caves, au champ l'armée vivait de ce qu'elle portait avec elle ou de ce qu'elle trouvait en route. Chaque soldat avait sa besace, un sac de toile ou une gibecière, où il avait quelques biscuits de guerre, de la viande séchée ou du fromage, peut-être un petit sac d'avoine ou de pois secs. Quand ils établissaient le camp, on allumait les feux et dans des chaudrons ou récipients de métal, on cuisait des plats simples,
Très populaire et pratique était de faire mijoter tout ensemble. Dans la marmite allait l'eau, quelques grains de céréales ou farine pour épaissir, des légumes secs, oignons, pois, un morceau de lard ou viande fumée pour le goût. Et naissait une soupe épaisse ou bouillie, qu'on appelait puchalka, ou simplement bouillie. Chacun recevait sa portion dans son écuelle. Parfois on cuisait de simples galettes de farine et eau, directement sur une pierre près du feu. La viande de gibier frais, par exemple quand les chasseurs de la troupe abattaient une biche ou un sanglier, se rôtissait à la broche, ce qui était un changement bienvenu au menu. Mais en grande partie au champ, on mangeait maigrement et de manière monotone. Pour les soldats, il était essentiel d'avoir assez de calories pour la marche et le combat. Le goût et la variété de la nourriture étaient secondaires. La soif se calmait avec l'eau des sources et ruisseaux, ce qui parfois menait à des maladies par l'eau souillée, ou la bière ou le vin, s'ils en transportaient avec eux dans des tonneaux. Beaucoup d'armées se nourrissaient aussi de ce qu'elles trouvaient dans les environs. Pas pour rien on dit « l'armée vit de ce qu'elle pille ». Les soldats médiévaux se prenaient souvent des provisions chez les paysans, parfois contre paiement, plus souvent sans payer. Quand ensuite une telle armée campait près d'un village, elle se dispersait pour piller les granges et étables, pour avoir de quoi manger. Les soirées au camp étaient pleines d'agitation. En plus des soldats, faisait partie du camp une foule de non-combattants, forgerons, charrons, cuisiniers, charretiers, mais aussi familles de certains soldats ou divers petits commerçants qui suivaient dans l'armée. Le camp pouvait donc avoir aussi une sorte de marché informel. Ici et là, autour du feu, quelqu'un offrait à la vente, par exemple, un meilleur vin. Ailleurs, un cordonnier réparait une chaussure déchirée pour quelques sous, et ne manquait malheureusement pas non plus les prostituées, qui voyageaient avec l'armée et fournissaient leurs services contre paiement. Bien qu'officiellement beaucoup de commandants interdisaient la prostitution dans le camp, en réalité elle se présentait. Les sources médiévales mentionnent pudiquement femmes qui suivaient le camp. Et ce n'était pas un secret pourquoi elles y étaient. Pour les soldats, un tel camp était en fait une petite ville animée, où se rencontraient des gens de divers coins. La babel linguistique n'était pas une exception. Par exemple, dans une armée de croisés pouvaient être assis côte à côte près du feu un chevalier de France, un mercenaire d'Allemagne et un chrétien syrien local comme guide, et ils se comprenaient tant bien que mal par gestes. Quand arrivait la nuit, le camp se calmait progressivement. La plupart des feux finissèrent de brûler, seuls quelques sentinelles maintenirent la lumière. Le sommeil sous les étoiles pouvait être agréable en été, quand il faisait chaud et sec. Les soldats regardèrent le ciel. Quelqu'un peut-être apercevait une étoile filante et souhaitait survivre à la prochaine bataille. Mais sous la pluie ou en hiver, c'était un purgatoire. Le froid savait faucher des vies dans le camp, sans qu'aucun coup ne soit porté. L'hypothermie et les maladies, comme la pneumonie, étaient courantes. Les conditions sanitaires étaient aussi problématiques. Les latrines, si on avait eu le temps de les creuser, n'étaient que des fosses au bord du camp. Pas toujours ils avaient le temps, ou la possibilité de les creuser, et les soldats satisfaisaient leurs besoins n'importe où loin des tentes. Le résultat était une puanteur et la propagation potentielle de maladies. Les commandants finirent par comprendre qu'il était nécessaire de maintenir au moins une hygiène de base dans le camp. Il existait des manuels du XVe siècle qui conseillaient que les déchets et excréments soient enterrés hors du camp et que les campements soient alternés, car les maladies, surtout la dysenterie, la fièvre du camp, étaient un ennemi redouté. Par exemple, avant la bataille d'Azincourt en 1415, le roi anglais Henri V aurait donné des instructions pour nettoyer le camp, car ses soldats souffraient de dysenterie. Même ainsi, l'état de santé des soldats au champ n'était pas bon. Quelques jours de biscuits et d'eau pourrie suffisaient et commençaient les diarrhées, qui pouvaient aussi tuer un individu affaibli. Mais cela faisait partie de la campagne, et le moral de l'armée dépendait souvent de la capacité du commandant à assurer des conditions relativement décentes. Pourtant, dans une telle privation naissaient aussi des histoires d'héroïsme et de solidarité. La nuit près des feux se racontaient des légendes sur d'anciennes batailles, se chantaient des chants de guerre qui donnaient du courage. La fraternité de guerre,
peut-être nulle part ailleurs, n'était-elle aussi palpable que justement dans le camp de campagne, où un soldat comptait sur l'autre de jour comme de nuit. Beaucoup de simples mercenaires de toute leur vie ne connurent rien d'autre que la vie dans les camps. Certaines fameuses troupes de mercenaires parcouraient l'Europe comme des communautés nomades. Leurs chefs, condottieri en Italie, ou capitaines en Bohême, s'occupaient que la troupe et de quoi manger et où dormir, en échange d'une discipline de fer au combat. On peut parler de discipline organisée surtout chez les Hussites. Les armées de campagne hussites au XVe siècle fonctionnaient presque comme une armée de type nouveau. Jean Žižka, comme le rapporte la tradition, introduisit des règles très strictes. Dans le camp régnait l'interdiction de boire avant le combat, des punitions dures pour les vols et bagarres entre les siens, un ordre strict lors de l'alerte. Les camps de chariots hussites étaient réputés justement pour combien étaient bien organisés et soudés les communautés. Les paysans ordinaires transformés en combattants y observaient la discipline comme des moines au monastère. Et peut-être justement le fait qu'ils surent dompter la nature chaotique de la vie de campagne mena à leurs nombreuses victoires. Dans un moment, nous regarderons un autre cas intéressant, où la vie militaire ressemblait plutôt à un monastère. Il s'agira des ordres de chevalerie et de leur mode de vie communautaire, qui ressemblaient en bien des points aux casernes. Tous les combattants médiévaux ne vivaient pas dans le désordre et chaos des campements de campagne. Il existait un groupe spécial de communautés militaires, qui fonctionnaient selon des règles strictes et une vie partagée semblable aux ordres religieux, les ordres militaires de chevalerie. En faisaient partie par exemple les Templiers, Johannites, chevaliers de l'ordre de Saint-Jean, plus tard maltais, ou l'ordre des chevaliers allemands, teutoniques. Ces chevaliers prononçaient des vœux monastiques, et pourtant étaient des guerriers. À quoi ressemblait donc leur vie quotidienne et leur logement ? Étonnamment, cela ressemblait à quelque chose comme des casernes croisées avec un monastère. Dans les ordres régnait une discipline stricte. Les chevaliers religieux vivaient ensemble dans ce qu'on appelait commanderie, ou dans les châteaux de l'ordre. Par exemple, les Templiers avaient leur commanderie partout en Europe et au Proche-Orient. Chaque commanderie était en fait une maison fortifiée ou un petit château, où résidaient ensemble un groupe de frères chevaliers et de serviteurs. Leur ordre quotidien était réglé par des règles précises, appelées règles de Saint Bernard, chez les Templiers. Celles-ci ordonnaient entre autres aussi comment ils devaient dormir et où. Les dortoirs communs étaient de note évidence, comme les moines. Les chevaliers aussi avaient un dortoir, grande salle avec des lits côte à côte. Mais contrairement aux moines, qui dormaient en habit, les chevaliers templiers dormaient en armure complète ou vêtements. Selon la règle, ils devaient se coucher chaussés et habillés, avec la ceinture à laquelle pendait l'épée ou le poignard, prêts à tout moment à bondir et se défendre. Ils avaient même le droit d'enlever seulement la chemise et les braies. Mais ils gardaient la tunique et les autres parties du vêtement. De plus devait brûler dans le dortoir toute la nuit une chandelle ou lampe. La raison ? D'une part à cause de l'alerte. Quand résonnait l'alarme, la lumière aidait à s'orienter rapidement. Et d'autre part, comme l'indiquent les textes de l'époque, pour éviter le péché. Les Templiers prononçaient un vœu de chasteté et célibat, et leurs supérieurs craignaient que dans l'obscurité et l'intimité ne se produisent des tentations ou actes pécheurs. Bernard de Clairvaux, qui inspira l'ordre, était paraît-il très minutieux. Il ordonna que les frères dorment plusieurs dans une pièce, habillés et à la lumière, pour qu'il ne leur vienne même pas à l'idée de violer le vœu de chasteté. Si loin donc allait la règle dans la régulation de leur vie. Le logement des ordres de chevalerie était souvent modeste, mais plus propre et organisé que chez l'armée ordinaire. Par exemple dans l'énorme forteresse de l'ordre des chevaliers allemands de Malbork, actuelle Malbork en Pologne. Vivaient au XIVe siècle plus de 100 chevaliers, et avec eux plusieurs fois plus d'autres serviteurs et mercenaires. Le château de Malbork était en fait un tel monastère. Il avait une salle à manger commune, réfectoire, un dortoir commun, une chapelle, des bains, et même des latrines avec eau courante, un confort inouï à cette époque.
Les chevaliers de l'ordre observaient un programme quotidien fixe. Prière, travail, entraînement, repas, tout en communauté. Leur dortoir ressemblait plutôt à une salle monastique. Rangées de lits ou simples couchettes, près de chacun un coffre pour les affaires personnelles. Au-dessus du lit suspendu un manteau avec croix rouge, chez les Templiers, ou croix noire, chez les chevaliers allemands. Le silence était strictement ordonné après les prières du soir. Parler dans le dortoir était interdit. Sur les murs pouvaient pendre des images de saints ou des croix. Réalisons que ces soldats du Christ prenaient leur engagement spirituel au sérieux. Naturellement, les châteaux de chevalerie n'étaient pas seulement ascèses, ils étaient aussi des centres militaires. Donc même à Malbork ou à Rhodes, où résidèrent les Johannites, nous aurions trouvé des armureries, dépôts d'armes et tout le nécessaire pour la guerre. Mais en ce qui concerne la vie du logement, les chevaliers religieux tenaient leur standard d'ordre. En propreté, ils étaient un peu en avance sur les autres soldats. Dans les châteaux d'ordre existaient aussi des lavoirs, où les frères se lavaient, vrai, pas quotidiennement, mais certainement plus souvent que les mercenaires ordinaires. Ils avaient des vêtements uniformes, c'est pourquoi on les appelle uniformes de l'ordre, et veillaient à être soignés. Les Templiers et Johannites portaient des visages rasés ou seulement de courtes barbes, les longues barbes complètes, que se laissaient pousser d'autres chevaliers, étaient chez eux plutôt l'exception, car ils préféraient la sobriété. Nous pouvons donc dire que dans les casernes d'ordre régnait une combinaison de spirituel et de discipline militaire. Les chevaliers dormaient côte à côte comme des moines, se levaient à l'aube pour la prière, puis s'entraînaient au combat, puis de nouveau prière, travail, etc. Ce régime pouvait durer des années. Le résultat était une cohésion énorme et la fiabilité de ces unités. D'ailleurs, justement, les Templiers et Johannites étaient réputés pour leur inébranlabilité au combat, ce qui venait aussi de leur habitude de vivre et combattre comme un seul homme. À leur époque, c'étaient en fait les premières unités militaires, professionnelles, permanentes, contrairement aux armées féodales, qui se dissolvaient, les ordres existaient continuellement, leurs châteaux fonctionnaient sans interruption, et les frères étaient toujours en alerte. Cela exigea aussi un logement permanent, et les ordres de chevalerie suraient de se l'arranger plus confortablement et hygiéniquement que quiconque d'autre au XIIIe, au XVe siècle. Nous ne devons cependant pas oublier que les chevaliers d'ordre étaient une minorité d'élite. La majorité des soldats médiévaux n'avaient pas un tel privilège. L'écrasante majorité des mercenaires et simples combattants habitaient soit dans de vieux châteaux, qui n'avaient de loin pas un tel équipement que les forteresses monastiques des ordres, ou comme nous l'avons vu, dans des camps de fortune, et justement les mercenaires et garnisons urbaines, qui n'avaient pas à disposition un château permanent ou commanderie, représentaient au bas Moyen-Âge un problème non négligeable. Où les mettre, quand justement ils ne combattent pas? Cela nous mène lentement vers la fin du Moyen-Âge, qu'en est l'idée d'armée permanente, et le besoin de les loger quelque part. Avant d'arriver aux premières vraies casernes, regardons encore le phénomène des garnisons urbaines et des quartiers de mercenaires. Les villes médiévales n'avaient généralement pas leurs propres casernes, comme nous les connaissons aujourd'hui. Pourtant des soldats y séjournaient, soit comme garde urbaine ou comme unité militaire temporairement installée. Par exemple, armée royale ou mercenaires loués. Comment cela fonctionnait-il? En bien des points s'appliquait le système de cantonnement, c'est-à-dire logement des soldats dans les maisons de civils. Si une unité arrivait dans la ville, qui devait y rester pour la nuit ou peut-être tout l'hiver, le conseil municipal attribuait aux soldats des places, chez les bourgeois. Les maisons plus riches devaient fournir une petite chambre, ou au moins un grenier, où les soldats se tassaient. Les familles pauvres recevaient peut-être seulement un soldat à abriter. Au XIVe et XVe siècle, un tel logement forcé devenait courant, et ce n'était pas très populaire parmi les bourgeois. Les soldats étaient bruyants, augmentaient la consommation de nourriture et boissons, parfois ne payaient pas, et se battaient parfois aussi avec les gens du lieu. Selon les archives des villes tchèques, étaient par exemple logés à Bérun pendant les guerres des soldats dans toute la ville dans les maisons de bourgeois, et cela seulement temporairement. La ville fonctionnait comme garnison temporaire,
mais n'avait pas de caserne pour eux. L'armée au bout d'un temps se levait de nouveau, et repartait. Des garnisons urbaines plus durables apparurent seulement dans les villes plus grandes et stratégiques. Par exemple, Prague, au XIVe siècle, avait sa garde du château au château de Prague et milice urbaine, qui patrouillaient aux portes et sur les remparts. Mais ceux-ci n'étaient pas dans des casernes, soit c'étaient des bourgeois locaux, servant dans la milice. Ils rentraient chez eux après le service, ou des tireurs loués. Ils recevaient une solde et pouvaient se permettre de payer le gîte, dans une auberge ou logement chez un bourgeois. Dans certaines villes, naissaient progressivement des corps de garde ou guérites, petits objets sur les remparts ou aux portes, où la garde pouvait dormir ou s'abriter du mauvais temps. Exemple typique. La porte de la ville avait à l'étage au-dessus du passage une petite chambre pour la garde. Là se trouvait un banc, peut-être un lit, une cheminée ou un poêle. Ici, les veilleurs de nuit passaient pour leur service. Le jour, ils pouvaient alors rentrer chez eux. On ne peut donc pas parler de caserne, plutôt de petites chambres de service. Une situation intéressante se présentait quand la ville louait une unité de mercenaires pour sa défense. Cela arriva par exemple pendant les guerres hussites, quand les villes, catholiques et hussites, payaient des professionnels pour renforcer leur défense. Ces mercenaires devaient alors habiter quelque part. S'ils étaient quelques dizaines, ils se dispersèrent dans les tavernes et petites chambres louées. S'ils étaient plus nombreux, la ville leur réservait parfois un objet commun, par exemple un grenier vide, monastère ou école. Nous savons par exemple qu'au XVe siècle, les villes transformaient parfois des monastères abandonnés en logements de casernes pour mercenaires. Le monastère fournissait de grandes salles et cellules, où on pouvait confortablement loger par exemple 100 hommes. Cette pratique continua aussi à l'époque moderne. Après les guerres hussites par exemple à Prague, servit l'ancien monastère Saint-Georges au château comme logement de dragons, et on l'appelait alors caserne de Georges. Mais cela anticipe déjà sur le XVIIIe siècle. Quand on dit mercenaire au bas Moyen-Âge, on se représente souvent un type rude qui combat pour qui paie, et après le combat se promène dans la campagne. Et effectivement, beaucoup de mercenaires, surtout ceux qui justement ne trouvaient pas de seigneur qui les paierait, se regroupaient en bandes de brigands et erraient dans le pays, où ils pillaient. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient aucune base, aucune caserne, où ils auraient pu rester et recevoir une solde. L'exemple classique sont les grandes compagnies en France du XIVe siècle. Après la conclusion de la paix dans la guerre de Cent Ans, vers 1360, restèrent des milliers de mercenaires sans travail. Ils se rassemblèrent donc et occupèrent quelques châteaux abandonnés qui leur servaient de base, une sorte de caserne improvisée, et de là entreprenaient des raids pour le butin. Les chroniqueurs français décrivent tôt comment ces bandes de soldats sans seigneur tourmentèrent le pays. Et le pouvoir royal dut chercher difficilement un moyen soit de les liquider, soit de les employer de nouveau. Souvent, il préférait les diriger vers l'étranger, par exemple en Italie, qu'ils aillent s'y battre pour une solde. Ce phénomène montra aux dirigeants médiévaux le revers de l'absence de caserne permanente, les soldats hors contrôle. Tant que les soldats étaient dispersés dans les tavernes et maisons, il y avait le risque qu'ils échappent à la chaîne, surtout s'ils n'étaient pas payés à temps. Les villes le savaient très bien. Dans beaucoup de villes, les mercenaires devaient chaque soir remettre les armes à la mairie en dépôt, pour qu'ils ne fassent pas de trouble la nuit par hasard. L'aspect économique du logement de l'armée était essentiel. Loger les soldats dans les maisons des citoyens signifiait que les coûts de leur subsistance étaient supportés par ces citoyens. Ils devaient les nourrir, leur donner à boire, réparer les dégâts. Cela suscitait la résistance de la population. Par exemple, pendant la guerre de 30 ans, donc au XVIIe siècle, juste un peu au-delà de la limite du Moyen Âge, était une plainte fréquente des villes. Nous avons dû à nos propres frais héberger 3 semaines un régiment de soldats. Ils nous ont mangé les réserves, et la ville a des dettes à cause de cela. Ces cas se produisaient certainement aussi au bas Moyen Âge. Seulement nous n'avons pas autant de rapports écrits des bourgeois de cette époque. Il était donc dans l'intérêt des dirigeants de trouver une meilleure solution. Déjà au bas XVe siècle, certains souverains éclairés essayaient de loger leurs détachements de cour ensemble en un lieu,
Par exemple, le roi français Louis XI avait une garde permanente de mercenaires écossais, et pour ceux-ci fit, dit-on, établir des logements près de sa résidence, quelque chose comme un premier pas vers les casernes. De même les rois tchèques, de la dynastie des Jagellons, au tournant des XVe et XVIe siècles à Prague, concentrèrent un petit corps de tireurs permanents, auquel ils réservèrent, pour habiter une partie du vieux château. Le plus souvent cependant restait le même modèle, loger les soldats là où il y a de la place, et le plus souvent c'étaient des monastères, si justement les moines n'étaient pas contre, ou d'anciennes forteresses. Un phénomène intéressant était les armureries et terrains d'exercice urbains. Dans les plus grandes villes, comme Prague, Nuremberg ou Venise, naissaient des bâtiments appelés armureries, où se stockaient les armes pour les milices. Parfois, ces objets servaient aussi comme lieu de rassemblement des soldats urbains, une sorte de club ou hall militaire. Là, les bourgeois soldats se réunissaient pour l'entraînement et pouvaient aussi y passer la nuit en cas d'alerte. Ce n'était pas un logement régulier, plutôt à court terme, mais c'est aussi une préfiguration de l'infrastructure des casernes. Globalement, on peut dire que la société médiévale ne s'orientait pas beaucoup vers le logement à long terme de l'armée. On supposait que le soldat était soit au champ, soit chez lui. Ce n'est qu'avec la nécessité de maintenir des corps de mercenaires permanents que vint le besoin de construire pour eux des quartiers permanents. Et cela commença à se faire seulement avec la fin du Moyen Âge et l'avènement de la Renaissance et des temps modernes. Maintenant, nous regarderons donc les débuts des casernes permanentes, comment des dortoirs improvisés se développèrent, les premiers complexes de casernes véritables. Le bas Moyen Âge passa sans rupture au temps moderne et apporta un changement fondamental. Les dirigeants commencèrent à construire des armées permanentes. Il n'était plus possible de compter seulement sur la convocation temporaire de vassaux. L'artillerie, les armes à feu et les États nationaux naissant au XVIe siècle exigeaient des armées qui étaient disponibles à tout moment. Et avec cela vint logiquement la question: où loger ces soldats toute l'année? Au début, cela se résolvait toujours de même, dans des camps et quartiers, mais très rapidement, il apparut qu'un soldat professionnel a besoin d'une base stable, sinon il se disperse ou commence à piller. Les premières vraies casernes en Europe apparurent progressivement. Par exemple, en Espagne, sous le règne de Ferdinand et Isabelle, à la fin du XVe siècle, naquirent des régiments permanents, tertiaux, et pour eux, furent aménagées d'anciennes forteresses mortes comme logements. En France, le roi Charles VII, dès 1445, fonda des compagnies d'ordonnance permanentes, c'est-à-dire cavalerie et infanterie, au service royal, et leur attribua des régions concrètes, où elles devaient être logées aux frais de l'État. Ce n'étaient pas encore des casernes au sens moderne, plutôt une dispersion de l'armée dans les forteresses et villes, avec le fait que l'État payait aux communes certaines contributions. La France introduisit donc une forme précoce de cercle militaire. Les soldats recevaient une solde permanente et avaient leur station de logement. Mais c'était encore surtout des auberges, monastères ou maisons louées. La rupture vient au XVIIe et XVIIIe siècle. Des souverains, comme Louis XIV en France, Pierre le Grand en Russie ou les Habsbourg en Autriche, commencèrent consciemment à construire des complexes de casernes. Cela était dû aussi au fait que les villes médiévales ne suffisaient déjà plus en capacité. Donnons un exemple concret. En Bohême, jusqu'au règne de l'empereur Joseph II, années 80 du XVIIIe siècle, il n'était pas coutume de caserner massivement les soldats. En hiver, ils étaient logés chez les paysans, dans ce qu'on appelait quartier d'hiver. En été, ils vivaient en campement. Ce ne sont que les réformes impériales, liées à la personnalité du maréchal Gideon von Lodon et d'autres, qui introduisirent que l'armée doit habiter dans des casernes. Et comme on ne voulait pas construire à partir de zéro, souvent on prit des monastères abandonnés et on les transforma en casernes. C'est assez paradoxal. Des bâtiments, où autrefois vivaient des moines, dans le célibat et les prières, furent soudain remplis de jeunes soldats.
Par exemple, à Prague, furent sous Joseph II supprimés des monastères, et les soldats s'installèrent, par exemple, dans le monastère du Hradčany, qui devint casernes au château, ou dans le monastère des Capucins aux remparts. Les cellules monastiques se transformèrent en chambres de casernes, où au lieu de moines dormaient 6 à 8 soldats. Ainsi naquit une nouvelle ère. Mais revenons encore d'un pas en arrière. Déjà au XVIIe siècle, certaines forteresses européennes avaient des bâtiments de casernes établis selon un plan. Par exemple, le célèbre ingénieur français Vauban, qui construisait des forteresses bastionnées sous Louis XIV, proposait à l'intérieur des remparts des casernes, de longs bâtiments de briques à plusieurs étages où pouvaient habiter plusieurs centaines d'hommes. Pourquoi ? Parce qu'il découvrit que les soldats logés ensemble dans la forteresse ne font pas autant de désordre en ville et sont plus rapidement disponibles en cas d'alerte. La France fut donc un des pionniers. Par exemple, dans la forteresse de Neuf-Brisach, construite vers 1700, se dressaient des casemates de caserne pour des centaines de soldats. De même en Prusse, le roi Frédéric le Grand, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, leur fit construire des villes de casernes entières pour son armée. Les Prussiens découvrirent rapidement qu'un soldat dans les casernes peut être mieux entraîné. On peut le surveiller et on n'a pas besoin de compter sur un cantonnement incommode. C'est justement dans la seconde moitié du XVIIIe siècle qu'arriva aussi dans la monarchie des Habsbourg la décision de terminer la pratique du logement forcé chez les civils. L'empereur Joseph II promulgua une série de réformes de l'armée, et l'une d'elles fut la construction de casernes. Depuis lors, poussèrent des casernes dans chaque ville plus grande. C'étaient généralement des bâtiments simples, mais vastes, de longs objets rectangulaires de 2 ou 3 étages, avec de grandes pièces à l'intérieur. Chaque pièce logeait un détachement de soldats, par exemple 20 à 30 hommes, qui dormaient sur des bas-flancs, en 2 rangées, au milieu un poêle, près de la porte un tonneau avec de l'eau, une table et des bancs. En substance, on revint au concept du dortoir collectif, seulement avec la différence que le bâtiment était exprès construit dans le but de loger l'armée. Donc il avait assez de latrines, d'entrepôts, une cuisine et semblables. Les soldats n'avaient donc plus besoin de dormir dans les auberges, ni déranger les bourgeois. Ils avaient leur foyer derrière les murs de la caserne. Au début, les civils accueillirent cela, mais il est intéressant que beaucoup de soldats se plaignirent de la vie en caserne. Il y avait en effet un régime beaucoup plus strict et une surveillance que quand ils habitèrent dans les maisons. Matin réveil, couvre-feu, ménage, contrôle. Tout cela appartenait aux casernes modernes. Un certain vieux soldat du XVIIIe siècle se lamenta que, dans la caserne, nous vivions comme en cage, tandis qu'autrefois, chez le paysan en quartier, paraît-il, il fermait les yeux et le laissait dormir, par exemple, dans la grange, dans le foin, et c'était plus confortable. En tout cas, depuis la fin du XVIIIe siècle, les casernes devinrent la norme. Les casernes médiévales, en comparaison avec celles des temps modernes, étaient petites, temporaires et inconfortables. L'époque moderne apporta des casernes centrales, qui pouvaient héberger un régiment entier sous un même toit. Sous Napoléon, chaque grande forteresse avait déjà des blocs de casernes pour des milliers d'hommes. Ce que le Moyen Âge ne connaissait pas. La culture de caserne permanente, avec l'exercice militaire du matin au soir, devint une nouvelle réalité. Pour illustrer, dans les pays tchèques, fut l'un des premiers complexes de casernes de l'époque moderne, par exemple Térésine, forteresse fondée en 1780. Là furent directement intégrés 3 blocs de casernes, chacun pour plus de 1000 hommes. S'y y était venu un mercenaire médiéval, ses yeux seraient sortis de leurs orbites. Rangées uniformes de chambres, chacune avec poêles et même lits, dans les couloirs des lampes, cours pour les rassemblements, et puis avec eau potable. Pour lui un confort et ordre inouïs, et bien sûr aussi un régime strict, ce qu'au Moyen-Âge il n'avait pas connu à un tel degré. Quand nous regardons en arrière ce à quoi ressemblaient les casernes médiévales, nous voyons que c'était plutôt des dortoirs communs de fortune que des logements réfléchis. Le Moyen-Âge mettait l'accent sur le besoin momentané. Les soldats dormaient dans le château, dans la grange, sous la tente, selon que la situation l'exigeait justement.
Les armées professionnelles d'aujourd'hui ont des casernes avec chauffage central, électricité, douche et lits confortables. Si un soldat médiéval pouvait jeter un coup d'œil dans un logement moderne, il ne croirait probablement pas ses propres yeux. Chaleur, lumière, matelas propre, armoire pour les affaires personnelles, et même du temps libre avec bibliothèque ou télévision. À son époque, c'était du luxe d'avoir au moins de la paille sèche et un toit qui ne fuit pas. Cela ne signifie pas que les soldats médiévaux étaient moins déterminés ou qu'il leur manquait le sens du foyer. Leur foyer devint cette bande, avec laquelle ils dormaient dans la salle du château ou près du feu au camp. La cohésion et le sens de l'humour les aidaient à surmonter l'inconfort. Même dans les conditions les plus dures, ils savaient se créer un morceau de normalité quotidienne, que ce soit suspendre un talisman au-dessus du lit ou une prière commune avant le coucher. Le soldat moderne dans les casernes vit aussi le sentiment de camaraderie avec les collègues de la section, bien qu'il dorme dans son propre lit et ait peut-être une couchette séparée. Certaines choses ne changent pas. L'esprit d'unité et de fraternité accompagne les soldats à travers les siècles. Aujourd'hui, les casernes médiévales ne nous rappellent plus que des ruines de châteaux et quelques inscriptions dans les chroniques. Quand nous visitons un château historique et regardons dans une chambre de pierre froide, nous pouvons essayer d'imaginer ce que c'était, être couché là sur un paillasson, en cotte de mailles aux pieds, avec l'épée sous la tête, et écouter dans l'obscurité la respiration des compagnons. C'était une époque dure, mais elle forma des hommes durs. Les soldats d'aujourd'hui n'ont certes pas besoin de craindre qu'un seau de poids leur tombe sur la tête ou que les réveille le cri. Ennemis sur les remparts! Mais ils font face à d'autres défis. Ce qui reste cependant commun, c'est cette combinaison particulière de cohésion et discipline, qui naît partout où un groupe de gens vit ensemble et compte l'un sur l'autre. L'histoire des casernes médiévales nous montre combien nous avons avancé dans la question du confort et de l'organisation de la vie militaire. En même temps, elle inspire le respect pour ceux qui servaient alors. Il est à ne pas croire tout ce que purent endurer les soldats médiévaux, et pourtant combattre avec engagement. Que ce soit les chevaliers dans les salles communes des châteaux, les mercenaires près des feux en campement, ou les moines chevaliers dans les forteresses d'ordre, tous à leur manière posèrent les fondements de la culture militaire, dont nous tirons encore aujourd'hui des concepts comme frères d'armes ou honneur militaire. La prochaine fois que vous vous promènerez dans un château médiéval, essayez de vous arrêter un moment dans quelqu'une de ces pièces au sol de pierre. Fermez les yeux et imaginez-vous que c'est une nuit profonde, il y a des siècles. Autour de vous ronflent les membres de votre garnison. De dehors arrive le ululement d'un hibou. Dans l'obscurité ici et là, clignote un charbon du feu qui s'éteint. Peut-être sentirez-vous le contact de l'histoire, tel était en effet le pain quotidien des soldats médiévaux. Le professionnel d'aujourd'hui secouerait probablement la tête, mais peut-être ressentirait-il aussi un certain respect. Nous nous séparons de vous, pour cette fois, à l'époque où les casernes étaient froides et dures comme la pierre des remparts, mais les cœurs des soldats y réchauffaient la fraternité. Merci de votre écoute. Et si ce récit vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like à la vidéo et de la partager avec vos amis. Je serai aussi content de vos commentaires et idées, et j'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine aventure historique.